ans plus tard, d'autres anciens continuent les actions de l'Alliance internationale dans ce même esprit. Depuis 2010, des amis de la cité, n'ayant pas forcément résidé sur le campus, se sont associés à cette enquête bénévole. 2010 est une date importante pour l'Alliance. C'est l'année de notre premier concours d'écriture de récit, 17 boulevard Jourdan. Nous avons découvert combien de nombreux anciens résidents et de résidents encore en cours de séjour savaient raconter le bonheur de vivre à la Cité internationale qui, d'année en année, est une source inépuisable de souvenirs. En 2013, nous avons lancé notre deuxième édition du concours avec le même succès. L'Alliance a aussi publié une centaine des meilleurs récits dans 2 livres de poche. Ce soir, pour le lancement de notre deuxième anthologie, les voyageurs immobiles de 17 boulevard Jourdan sont heureux de vous ouvrir le carnet de voyage à la Cité. Au nom de l'Alliance, je remercie Christine Gourmet de France Culture, Sir Michael Edwards de l'Académie française, Guillaume Racine, bénévole de l'Alliance internationale, qui est à l'origine de ce concours, et les membres de notre équipe permanente, Julie Bonton, Tanguy Bertin, encadré par Beverly Margaria. Et sans plus tarder, que le spectacle commence. Je venais d'arriver à Paris. Mais ce ne fut pas Paris que je découvris en premier. Ce fut le monde. Étudiants, chercheurs et artistes du monde entier habitaient les 40 maisons de la Cité internationale universitaire de Paris. C'était la CITU, et dès ce moment, j'en faisais partie. Ce jour-là, j'accomplis mon plus beau voyage. Je m'envolais de maison en maison, de pays en pays, sans aucune restriction. Je parcourus des cieux, des mers et océans. Je visitais l'Inde, le Cambodge, le Japon, ainsi que les Amériques, Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Argentine. Je traversais l'Atlantique vers l'Afrique du Nord, Tunisie et Maroc. Je me promenais ensuite au Liban. Je partis à nouveau, alors rencontrer l'Arménie. Et je revins en Europe. Je visitais le Danemark, la Suède, la Norvège. Traversant l'Allemagne d'est en ouest, je m'en allais aussi en Grande-Bretagne. Je cueillis des tulipes aux Pays-Bas. connu la Belgique et le Luxembourg. Devant la fondation hellénique, je voyais dans le temps et je réfléchis à l'origine de la démocratie. Partant de cette Grèce antique, je parcourus encore l'Italie, La Suisse, la principauté de Monaco, les provinces de France. l'Espagne. et je m'arrêtais au Portugal. J'étais chez moi. J'aurais dû être fatiguée, mais je ne le sentais pas. Je vais faire le tour du monde avec des ailes que la CTU m'avait offertes. Le soir, je me suis endormie, comme un enfant à qui sa mère chante une berceuse. Et le lendemain, je me suis réveillée autre. La jeune étudiante que j'étais est devenue oiseau. Les yeux ouverts, plus ouverts que d'habitude. Mon âme soufflait fort, l'esprit libre, les frontières effacées. La cité à peine ouverte, ses pères fondateurs s'interrogeaient. L'étudiant, qui est-il? Comment va-t-il réagir? Qu'ira-t-il comprendre et retenir de la cité? Que peut-on attendre de lui? Non sa gratitude, cet âge-là est sans mémoire, mais de sa neuve et bonne volonté, et son intérêt bien entendu. Mais ce cadeau magnifique qu'est la cité et qu'auraient envié les générations précédentes, saura-t-il en user? Eh bien, il devrait être rassuré à la lecture de ces récits à l'écriture joyeuse. Toutes ces histoires racontent en filigrane le succès de leur cité de départ, leur conquête de longue haleine. Une cité universitaire construite à Paris, sur une superficie suffisante dans un parc à l'attention d'étudiants de tous les pays du monde. J'entends la pluie ruisseler lentement sur le volet protégeant la grande baie vitrée de ma chambre,
à la Fondation suisse. J'en trouve un œil, celui-là même que j'ai gardé ouvert une bonne partie de la nuit, inquiet de savoir si ce bâtiment tout nouveau pour moi allait résister aux violentes bourrasques incessantes du vent et de la plaine. Je sens soudain le sol s'ébranler sous mes pieds et constate que le pavillon prend de l'altitude. Pris de panique et par je ne sais quel réflexe, je monte 4 à 4 les marches de l'escalier. Une échelle donne sur le toit. Elle est accrochée aux poutres en béton qui coiffent la petite terrasse jouxtant la bibliothèque du dernier étage. Sans hésitation, je l'escalade et je remarque alors que mes colocataires sont déjà là-haut. Tous sont appairés à gré de grandes voiles rouges et blanches le long d'un mât gigantesque. À côté d'eux, un homme âgé, également habillé au tressaillant, portant une énorme paire de lunettes à double foyer, sourit en me regardant. Je reconnais l'homme d'après une photo, que je vois tous les jours dans le hall d'entrée. Le Corbusier. En chair et en os, celui-ci me dévisage alors, et d'un air malicieux et paternel, m'invite à regarder par-dessus bord. Je me penche et peux admirer la planète Terre et ses continents. Le bâtiment est porté par d'étranges ailes. Tu te demandes par quel miracle nous volons, m'interroge l'architecte. Je hoche la tête. Nous volons grâce à toutes ces âmes vivantes d'étudiants, venus du monde entier, qui ont un jour dans cette maison partagé, ri, pleuré, aimé, cru, découvert et travaillé. Tous y ont volontairement laissé une part d'eux-mêmes. Alors toi aussi, laisse-toi gagner par l'enthousiasme de ce trépidant voyage et écoute ton cœur battre au rythme de toutes ces merveilles que le monde a à t'offrir. Je sens justement le mien bondir dans ma poitrine. Ma respiration s'intensifie. Je n'ai qu'une seule envie, courir rejoindre mes colocataires pour hisser ensemble les voiles et rentrer à la cité. Vous aussi laissez-vous gagner par l'enthousiasme de ces trépidants voyages immobiles à la cité. Écoutez votre cœur battre au rythme de cette ville de jeunesse, au rythme de toutes les merveilles que le monde de la cité a à offrir presque depuis 90 ans. La cité la fêtera les années prochaines. Elle est née en 1925, au début des années folles. Et 90 ans plus tard, plus de 200 000 étudiants des 5 continents ont partagé, pleuré, aimé, cru et découvert. Ils ont aussi travaillé dans les 40 maisons, 37 maisons sur les 34 hectares entre le parc Monceau et le 13e arrondissement, plus 2 autres dans le 19e et une maison de vacances sur l'île de Bria, dans les Côtes d'Armor. Encore passablement éméché, j'étais étendu de tout mon long au milieu de l'avenue Rockefeller, le visage battu par les grosses gouttes de l'onté automnale. Je découvris avec stupeur un homme en parka beige, debout en face de moi. Il me fixait sans broncher, une cigarette pendue au bout des lèvres. « C'est à vous ?» demanda-t-il en me tendant la bouteille vide. Non, mais merci quand même, répondis-je. Ce bonhomme me disait quelque chose. Je vous aurais pas croisé quelque part. Le type fronça les sourcils. J'avais grand-peine à déterminer lequel de ces deux yeux était en train de m'épier. Non, monsieur, je ne pense pas. Et vous êtes... Ça, peu importe. Mais vous êtes Sartre, non? Ses yeux de salamandre s'enfonçaient encore un peu plus dans leurs orbites. Mais comment pouvez-vous savoir qui je suis? C'est une notoriété publique, vous êtes un grand philosophe. Et puis, on dit que vous avez vécu ici pendant la guerre. La cité est plutôt fière d'ailleurs. Vous êtes un type célèbre, vous savez. Sartre contemplait la bouteille qu'il tenait à la main d'un air grave. Ça, c'est à vous, plus de doute là-dessus, soupira-t-il. Je suis bien Jean-Paul Sartre. Je réside ici actuellement, mais je suis loin d'être un grand philosophe et puis
puis de quelle guerre parlez-vous? La guerre de 39 avec l'Allemagne, pardi. Vous êtes même parti au front. La tête commençait à me tourner sérieusement. J'étais en train de me rendre compte que je parlais à un fantôme. 1939, gloussa-t-il. Mais vous avez 10 ans d'avance, mon bon monsieur, et à ce que je sache, je n'ai pas de guerre prévue à l'agenda. Je crois que vous devriez rentrer. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai du travail. Alors, vous êtes étudiant. Mais bien sûr que je suis étudiant. Pas vous. C'est plein d'étudiants ici. Un autre soir, c'est peut-être moi que vous auriez trouvé en train de tituber au milieu de cette rue. Mais en ce moment, je prépare le concours de l'agrégation. J'ai déjà échoué une fois et, croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Ah, alors vous ne savez pas. Je ne sais pas quoi. Eh bien, ce qui vous attend, lettre menée en huis clos. J'ai de plus en plus de mal à vous suivre. Qui peut savoir ce qui va vous tomber dessus? Vous savez, vous, rien ne sert de tirer des plans sur la comète, cher monsieur. Vous, comme moi, créons ce que nous voulons être. Contentez-vous simplement d'aller de l'avant. Vous aurez tout le temps de vous asseoir pour contempler le chemin parcouru à la fin du voyage. Sartre regarda sa montre en soupirant. Bon, je dois vraiment y aller. Veuillez m'excuser, on pourra discuter de tout ça un autre jour si vous voulez. Je suis à la touche. Sartre me salua en s'éloignant d'un pas rapide, puis il jeta la bouteille dans la poubelle la plus proche, mettant ainsi un terme à son existence. Sartre ne savait pas qu'il rencontrerait à la cité Simone de Beauvoir, et qu'ils deviendraient tous deux bien plus que des amis, mais aussi des philosophes célèbres. Depuis sa création, c'est de notoriété publique. La cité est un formidable, un fabuleux vivier d'étudiants de la planète entière qui seront reconnus, oubliés, ou anonymes qui le resteront. Dans chaque maison, vous pouvez jouer sans ironie avec un intérêt intellectuel au name dropping. Des jeunes étudiants qui ne savaient pas qu'un jour la célébrité leur tomberait dessus. Ou autre chose, comme par exemple ces anciens du Colegio de Espagne. Le peintre catalan Javier Valls ne savait pas qu'il serait père d'un premier ministre de la France, Manuel Valls. Le journaliste écrivain Ramon Chao, père d'un chanteur, Manu Chao. L'homme politique Ernest Luch, qui serait tué par l'ETA. En revanche, Anthony Tapiès, peintre, sculpteur et théoricien de l'art moderne, devait se douter qu'il dirait un jour « Mon illusion est d'avoir quelque chose à transmettre. Si je ne peux pas changer le monde, je désire au moins changer la manière dont les gens le regardent. » Ont-ils tous changé de regard et de pensée sur le monde après le séjour à la cité? Tous ces académiciens, écrivains, ambassadeurs à venir, ces hommes politiques, journalistes, professeurs à venir, tous ces médecins, avocats, architectes à venir, tous ces historiens, ces artistes, ces poètes à venir. J'ai eu droit à une chambre. J'ai eu droit à une chambre dont le bureau, proche d'une fenêtre, me permettait de regarder au dehors sans quitter mon siège. Il me suffisait de m'étendre en arrière sur mon confortable fauteuil et j'avais accès à la vue de la maison d'en face. Une distance d'une quinzaine de mètres. C'était une grande façade de briques ocre, ponctuée de fenêtres. Et la ville juste en face suivait son cours. Les lumières s'éteignaient, s'allumaient, des silhouettes venant de temps en temps hacher cette lumière jaune. Si en semaine, une fenêtre restait éclairée toute la nuit, je devinais à travers elle l'acharnement studieux de l'étudiant qui, comme moi, pour venir à bout de son travail, devait se résoudre à faire une nuit blanche. Une sympathie naissait pour ce voisin que je ne connaissais pas, mais qui était si proche de moi à ces instants. Au-dessus de cette façade de briques, une large bande de ciel. Le soir, en rentrant de mon école de cinéma, lorsque je posais mes affaires sur mon bureau et que je m'asseyais en vue de m'atteler à mes révisions et mes projets, mon regard invariablement se tournait vers la fenêtre
et je me perdais dans la contemplation de ce ciel changeant, aux couleurs pourpres ou mauves, ou d'un bleu éclatant, selon les saisons évidemment. Peu à peu, devant mes yeux, le ciel s'assombrissait dans le calme du parc. En été, la fenêtre ouverte laissait entrer le son du silence. Ma vision de la cité internationale est faite de ces moments privilégiés. À mon sens, le temps y est vécu différemment. Le calme et la quiétude des lieux plongent les résidents dans un autre monde. Le bonheur d'être à la cité et de voir de sa fenêtre ces grandes façades de briques ocre, ponctuées de fenêtres. N'est-ce pas merveilleux? Imagine 40 maisons, aux fenêtres toutes semblables. Une cité unifiée, simplifiée, qu'aurait été unique au monde comme elle l'est aujourd'hui. Alors que toutes ces maisons racontent une histoire. Elles racontent la Grèce, le Japon, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Belgique, l'Argentine et le Brésil. Et en plus, ces maisons vivent dans un parc, à Paris, la capitale de la France. N'est-ce pas merveilleux de contempler de la fenêtre de sa chambre des pelouses, des jardins, et de vivre des instants d'absolu bonheur? La beauté n'est-elle pas essentielle à la vie? Le bonheur d'être ici, à sa fenêtre, Claudel l'a vécu un après-midi à Cambridge. Le bonheur, tout le monde le cherche. Mais il est là où vous êtes, le bonheur. Il dépend, dit Claudel, de votre rapport à la réalité, de votre émerveillement, du besoin de croire dans le monde qui se présente à vous. Ce soir, je sortirai. Je traverserai le chemin vert du tramway et j'irai loin, très loin dans cette ville. Mais c'est annoncé, il y a une soirée à la cité. Je me fais rattraper dans le chemin par des amis qui chantent leur verre à la main. C'est la fête des morts, et la maison du Mexique ouvre ses portes. Devant l'hôtel, décoré par des crânes de sucre colorés, les légendes pour échapper à la mort nous enchantent. Et lorsque la soirée s'approche de la fin, nous dansons éblouis par cette fuite rusée. La musique nous dévore et rapproche nos corps dans des cercles qui s'enlacent et tournent de plus en plus vite, jusqu'à ce que je sorte dans la nuit et respire. Dans le silence du parc, j'entends mon cœur battre, vite, très vite, jusqu'à ce qu'un bruit lointain me rejoigne. Je pose ma tête sur la grille du métro et écoute le dernier train passer sous la maison. Le vent qui s'engouffre dans les profondeurs de la terre, me rappelant les événements de la soirée. Rester en mouvement, échapper à la gravitation, se rendre immortel. Mais tandis que le dernier train s'éloigne et se rend vers la ville, je reste immobile. Un bruit étrange me poursuit, rempli de 1000 voix venant d'un autre monde, comme un chant sorti des catacombes. Quand je me relève et monte l'escalier, la brume s'étend sur les champs. La lune brille, jaune et immense. Étudiant, qui es-tu? Tu l'ignores. Occupé ou non de t'en informer, interrogeant discrètement ou passionnément le sphinx que tu découvres en toi-même, tu es, à tes propres yeux et aux yeux d'autrui, un inconnu. Si le conseil de Socrate semble oublié de la plupart des humains, toi, l'étudiant, tu es par définition l'être le moins conscient de ta personnalité. Tu l'appelles de tes vœux. Tu épies en toi-même des promesses souvent illusoires, les dons de l'esprit, de la conscience, du caractère. Le doute, l'indécision, la crainte se lisent sur tes yeux. Rassure-toi, tu vis à la cité avec beaucoup d'autres de tous les pays. Montre-toi curieux et bienveillant, tolérant et humaniste. Plonge-toi ici en confiance dans la douce vie de l'intelligence du cœur et des nobles sentiments. Sous les toits de ces maisons hospitalières, tu apprendras à penser ensemble, à comprendre ensemble. Tu prépares les temps à venir, à aimer ensemble la paix. La cité est fondée pour créer cette harmonie en toi dont tu as tant besoin. Ces pères fondateurs
ont tout prévu, et ces 500 permanents d'aujourd'hui sont là pour toi, rien que pour toi, pour que tout se passe bien. Vis le bonheur d'être ici. N'écoute pas la logique du pire. N'oublie pas de vivre. Vis l'instant présent. Émerveille-toi de ta présence à la cité. C'est un endroit de passage pour des gens qui réussissent, qui restent en mouvement, échappent à la sinistrose et se rendent hâte à un futur d'une inépuisable richesse. Le bonheur de savoir vivre ensemble dans le respect de l'autre qui est le respect de soi. Mes pas m'ont conduit vers la fameuse pelouse de la cité. Une sorte de tapis vert et désert les jours de mauvais temps, et que part la foule et sa multitude de couleurs au premier rayon du soleil. J'ai pris ma place sur la pelouse. Mes yeux ont enfin abandonné le bouquin qui les monopolisait depuis des jours. Ils ont rapidement retrouvé des ailes. À ma droite, des étudiants indiens jouent au cricket. Ils tuent l'apathie du quotidien et la lourdeur d'une semaine de boulot, métro, dodo. À ma gauche, des Français jouent au frisbee et bronzent leurs torses nus, blancs ou noirs. Des Cambodgiennes les épient depuis les fenêtres de leur chambre. En face, 4 Libanais fument paisiblement leur narguilé à l'odeur orientale et se racontent leurs potins les plus drôles. Derrière, j'aperçois un groupe d'Asiatiques avec leurs gestes méticuleux, comme si leur mystérieux tai chi était une prière. Plus loin, 3 Brésiliens dansent leur fascinante capoeira, encourageant un adorable enfant africain qui jongle avec un ballon doré. À côté d'eux, 3 têtes, style rasta, vêtus de jolis oripeaux, chantent d'une voix rude au son de leur guitare. Ils surfent dans une autre dimension. Ils m'emportent au rythme de leurs notes. Grâce à ce spectacle hétéroclite sur cette pelouse, je voyage aux 4 coins du monde, sans décollage ni atterrissage. C'est une escapade improvisée sans visa, ni frais, ni enregistrement, ni file d'attente, qui comble mon irrémédiable instinct grégaire. Mémoire d'un naïf. Paul Gut. Je cite. Je fus pensionnaire à la cité universitaire à la fondation Deutsch de la Meurthe, au temps héroïque de 1931 à 1933. Je venais de faire 4 ans de prison au lycée Louis-le-Grand, où j'avais préparé en vain la sublime école normale supérieure. Je sortais de cet échec aussi rompu que par un séjour à Birébi. D'emblée, la cité me guérit. Je quittais une geôle noire, enfoncée dans le flanc de la montagne Sainte-Geneviève, et où on appelait la cour de récréation la fosse aux ours. Je débarquais dans une cité idéale, pareille à celle dont rêvèrent les philosophes, les peintres, les poètes, depuis Platon jusqu'à Rabelais et à son abbaye Thélème. De toute la surface de ces arbres, la cité m'appliqua sur le cœur son cataplasme de chlorophylle. Jusqu'à présent, l'université ne m'avait semblé pouvoir confronter dans ses cours que ces avortons végétaux que l'on rencontre aussi dans les hôpitaux et les prisons. Elle tuait l'herbe sous ses pas, comme Attila, et semait à la place de gravier. Or, à la cité, l'université de Paris déployait des pelouses, du lierre, des fleurs. Comme on disait au temps de Mistinguett, j'en restais baba. Je résidais à la Fondation hellénique. Elle avait un air d'acropole, avec ses façades ornées de frises et son hall avec de belles colonnes. Ma chambre était au premier étage et les fenêtres s'ouvraient sur la fraîcheur du beau jardin tapissé de fleurs. Quel bonheur de se retrouver à 6000 kilomètres. L'émotion de la nouvelle année iranienne, 1391. Nous la fêtons le premier jour du printemps à Nowruz. Nouveau, Rouz, jour. Cette fête très importante remonte à 2500 ans. Elle rend hommage à la nature qui se réveille après un long sommeil hivernal. Dans tout l'Iran, l'on fait pousser
de l'herbe dans de jolis pots comme symbole de la vie nouvelle. Malheureusement, dans ma ville, Téhéran, les bourgeons ont bien du mal à percer à cause de la pollution. Mais lorsque je suis arrivée le 21 mars à la Cité internationale universitaire de Paris, le printemps était là, avec ses fleurs et ses arbres fiers de leur nouvelle toilette de printemps. Pour la première fois depuis longtemps, je voyais le soleil apparaître tout d'un coup, comme sous la baguette d'une fée. L'arbuste éteint s'animer et se couvrir à profusion de petites feuilles d'un vert tendre. Qui n'a pas ressenti la mystérieuse influence d'un premier jour de printemps? Je me trouvais tout de suite enivrée, presque euphorique. Éveil de la nature, mais également éveil des esprits et des cœurs. Chaque soir, entre étudiants, nous parlions à bâtons rompus de sujets divers jusque tard dans la nuit. Et, hasard ou non, nos échanges portaient sur la nature. De même que pour échanger, nous avons besoin des autres, de même la nature a besoin des abeilles pour assurer la pollinisation, de l'eau pour se développer et surtout d'un lieu propice. C'est ce que j'ai vécu avec les étudiants en séjour de printemps à la cité universitaire. Un mélange de fleurs et d'idées, et dans une harmonie où chacun avait sa place et son terreau. Voir un monde dans un grain de sable, un ciel dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une œuvre. Il fallait en avoir de l'imagination, comme William Blake, comme tous les poètes à la conquête du monde dans l'infini proche, pour prophétiser comme les pères fondateurs sur ces bastions 81, 82, 83, des anciennes fortifications de Thiers. Là, il y aura une cité universitaire. Là, pas ailleurs. Il s'agit tout de même de mieux loger les étudiants peu fortunés qui ne peuvent plus se loger et risquent de déserter l'université de Paris après cette grande guerre meurtrière. Là, et pas ailleurs. Moment exaltant de plus jamais ça, plus jamais la guerre. Les donateurs et les bienfaiteurs français ou étrangers seront vite pris dans un tourbillon de premières pierres, de chantiers, d'inauguration. À chaque pays sa maison. Ces mécènes dessinent avec leurs architectes une nouvelle carte du monde, le long du boulevard Jourdan, le Canada à côté de l'Argentine, les États-Unis en face de la Grande-Bretagne, l'Espagne en vis-à-vis avec le Japon, la Suisse toute proche de la Suède, la Hollande en compagnie de Cuba, et l'Inde de Chine et bien d'autres maisons de la première vague de construction. En 1925, 340 étudiants logent à la Doge, la première maison. Ils seront 2500 dans les 19 maisons en 1939. Aujourd'hui, ils sont 12 000 à se partager la cité chaque année. Elle est toute blanche. Elle n'est ni grande ni petite. Elle a une large fenêtre qui donne sur le toit de notre résidence universitaire, perchée dans le ciel parisien. Elle est belle, notre cuisine, voyageuse immobile. Et même si nous avons à notre portée 2 étages plus bas le grand restaurant principal de la cité universitaire, nous, les résidents de la résidence Robert Garrick, située dans la maison internationale, nous sommes fidèles à notre cuisine. Elle, toute blanche, ni grande, ni petite, nous accueille silencieuse, impassible et toujours complice. Nous, les résidents de Garrick, on y passe chacun son tour, parfois juste pour manger un yaourt ou pour un bol de soupe chaude, mais souvent pour mijoter des petits plats de nos pays d'origine. Notre belle cuisine blanche, ni trop grande, ni trop petite, est en quelque sorte le point de rencontre de différentes cuisines venant de plusieurs coins du monde. C'est aussi le cas de ma génération de résidents de Garrick du début des années 90, plus précisément de la classe 92-93. Dans cette même belle cuisine blanche, témoin muet de maintes générations de résidents de Garrick et notamment de leur bravoure et ratage culinaire, se croisèrent 3 jeunes femmes venant d'un coin de l'Europe connu sous le nom des Balkans, ou l'Europe du Sud-Est. Elles se rencontrèrent avec leur savoir-faire culinaire. La douce grecque évangélique, la gentille turque Arsoun, et moi, la Yougoslave, pour encore peu de temps seulement, l'aîné des 3. Et quand Arsoun, la turque, mijotait quelques pas de sa contrée, la douce grecque et moi, on y trouvait 1000
Chaque fois, on se trouvait toutes les trois autour d'une préparation et on essayait de dévoiler l'ingrédient secret que l'autre ajoutait et qui donnait ce goût différent au plat qui, au fond, était le même, car il venait du même horizon. Il était question là de plats salés, tels que les poivrons, les tomates, les courgettes ou le chou farci, la moussaka et autres, jusqu'au dessert, comme les pommes farcies aussi et les millefeuilles typiques des Balkans. Les plats farcis turcs et grecs sont un peu plus légers que les miens, car les Turcs utilisent davantage de légumes verts et rouges, et les Grecs de l'huile d'olive vierge, tout en étant moins généreux en viande. Mes recettes sont plus riches en viande et en sauce de tomate. Traces de leur origine austro-hongroise. Toutes ces différences dans nos recettes réciproques comptent beaucoup moins que la ressemblance de nos plats préparés qui traduit notre vécu commun. Dans les cuisines de la cité, les générations de résidents goûtent la saveur d'une vie apaisée le temps d'un bon petit plat du terroir de chacun. Le temps d'un repas, ils oublient la complexité de l'histoire et du monde. Dans les cuisines de la cité, ils ont la volonté des petits bonheurs. Ils apprennent, s'ils ne l'ont pas déjà appris avant, l'art de la conversation. Une manière de vivre avec lenteur, dignité et joie d'être ensemble dans la douce chaleur de l'amitié et des grandes tablées. Ils partagent soucis et rires et veulent tout savoir des autres qui deviennent parfois des amis à vie ou des amours pour toujours. Autour d'une bonne table, les ingrédients et les points de vue se multiplient comme toutes ces bonnes choses, comme toutes ces petites histoires de confiance dans la vie parce qu'on n'a qu'une vie. Tous ces petits bonheurs racontés et mis bout à bout leur donnent l'énergie nécessaire aux bonnes relations avec la terre et les autres. La sympathie fait bouger le monde. C'est une denrée précieuse, à ne pas gaspiller à la légère. Tous ces petits plus, ces petites perceptions, ces petites attentions augmentent l'art de vivre grand et augmentent le besoin des autres pour partager les recettes du bonheur. Les recettes d'une victoire de l'émerveillement sur l'ennui. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Dit un proverbe indien. C'est ce que voulaient les pères fondateurs. J'habite à la Fondation danoise, le secret le mieux gardé de la cité. Je n'aurais jamais pensé vivre dans la plus petite maison où toutes les expériences étaient encore plus condensées. C'est comme habiter dans un appartement avec une cinquantaine de colocataires. La vie est aussi sympa dans les autres. La maison du Mexique m'a donné le droit d'habiter à la cité, la Fondation danoise, mon grand amour, la maison du Canada, un travail, et la maison des arts et métiers, un cours de salsa. La CTU est à Paris, c'est vrai, mais c'est un monde à part. Ça ressemble à aucun autre quartier parisien, ni à aucun autre point de la planète. C'est un monde en dehors de ce monde. Les résidents de la cité sont dans une représentation en escale du monde réel, ou peut-être comment le monde devrait être. Ce n'est pas une maquette d'un monde idéal, mais d'un monde de rêve. L'utopie des échanges culturels dont M. Honorat parlait. Dans le Paris de la CTU, la question « c'est quoi ton origine ?» est posée avec un vrai intérêt. Dans notre Paris, nous partageons des dîners avec des vikings qui boivent des litres de bière comme si c'était de l'eau, à côté d'une fille japonaise qui est bourrée après un verre de vin. Dans notre Paris, on trouve un nouveau résident dans la cuisine. Et quand on demande « qu'est-ce que tu prépares ?» il répond « sciences politiques, et toi ?» C'est à ce moment-là qu'on comprend, sans être fâché, qu'on doit s'adresser à lui en anglais. Dans notre Paris, les gens s'en foutent si notre français est impeccable ou pas, car les gens sont plus intéressés au contenu qu'à la syntaxe de nos histoires. Peut-être que c'est vrai que la cité internationale n'est pas une véritable vie parisienne, ce n'est pas le Paris des propriétaires des appartements, ni le Paris photographié par Hollywood. Peut-être que c'est le ghetto des résidents étrangers qui résistent à devenir tout à fait parisiens. Mais je ne sais pas si le Paris de la CTU est plus ou moins valide que le Paris du centre-ville. Ce que je sais, c'est qu'à la cité, nous avons tous les avantages de la cité et tous les avantages de Paris. Ma vie à la CTU me fait penser que j'ai le meilleur des deux mondes. Quand les autres villes essaient de copier les idées ou concepts de Paris, ils devraient prendre en compte la cité internationale, qui est peut-être
le vrai apport culturel de Paris au monde. En 1927, le prince de Galles pose la première pierre du collège franco-britannique. Cette maison n'ouvrira que 10 ans plus tard, en 1937. L'un des pères fondateurs exhorte ainsi les résidents dans son discours d'inauguration: s'il m'était permis d'interpeller l'étudiant breton, provençal, lorrain qui vit dans cette maison et de lui parler comme à mon fils, je voudrais lui dire: tu sais pourquoi la cité est née? Cette fondation, pas plus que les autres, n'est un hôtel meublé. Très bien meublé d'ailleurs, où tu aurais le droit d'ignorer qui est ton voisin de chambre. Celui-ci est un Anglais. Il poursuit des études analogues aux tiennes. Comme toi, il réfléchit. Il a comme toi des préoccupations d'avenir, des soucis, des joies. Essaye de les comprendre. C'est en ce qu'il diffère de toi qu'il mérite de piquer ta curiosité, d'exciter ton intérêt. À la logique dans l'absolu dont tu nourris souvent tes pensées, il oppose un goût prononcé pour le relatif. S'il t'étonne de certaines formes de plaisanterie, il sait pratiquer l'humour. Tu aperçois dans quel nouveau monde tu as loisir d'entrer. Écoute. Réplique si tu es en veine de parole. Retiens en tout cas que le goût du relatif et de l'humour est souvent le signe d'une vertu cardinale, la tolérance. L'amitié aussi est une jolie chose. Dans le monde du brassage propre à chaque maison de la cité, les idées reçues et la barrière des langues n'existent plus. Il y avait hier, en 1939, 52 nationalités. Aujourd'hui, en 2014, 140. Et demain, combien de nationalités vivront-elles ensemble les prochaines années dans les 10 nouvelles maisons? Lorsque venait le printemps, installés au soleil sur le gazon des pelouses du parc, défilaient en très peu de temps devant nous des spécimens de toutes les nationalités. Chaque pays avait ses postures. Le sérieux des étudiants allemands qui portaient le poids de leur histoire encore récente, le pas énergique et détendu des Américains, la volubilité gestuelle des Méditerranéens, le côté fier de ceux qui incarnaient les nations nouvelles d'Afrique. Il y avait les figures qui sortaient du commun. Cette Belge très jeune, venue du Brabant dans une voiture noire décapotable surdimensionnée qui devait dater des années 20. Souvent nous l'aidions à la faire démarrer à la manivelle. Une Brésilienne étrange, à la beauté aztèque, qui nous fascinait. Elle deviendrait quelques années plus tard l'égérie d'un groupe de rock le plus célèbre. Mais aussi ces fils de républicains espagnols, héritiers d'un pays qui n'existait plus et qui traînait en spleen insaisissable, laissant brutalement la place à des imprécations contre le fasciste franco. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que je me rendis compte que je vivais dans une moitié du monde merveilleuse et protégée des drames. Il y manquait tous ceux qui étaient confinés ailleurs, derrière le rideau de fer. Un ancien président de la fondation Rosa Agro de Branchard, l'ex-maison de Cuba. Un poète écrivain haïtien, venu en exil comme tant d'autres à Paris, raconte qu'en 1946, et cela jusqu'en 1950, le train de vie d'étudiants à la cité, à l'aube d'une implacable guerre froide, lui fit découvrir dans un milieu pluriculturel, transnational, les possibles contre-pouvoirs du livre et de l'écriture. Le contre-pouvoir du rêve et de la connaissance. Le seul métier à métis qui soit capable de transcender les clivages pseudo-identitaires du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest. La mondialisation intellectuelle n'a jamais fait peur à la cité. C'est sa vocation. Le monde culturel est sa patrie. L'amitié entre les nations, le rapprochement des jeunes de tous les peuples, sa raison d'être. Les pères fondateurs voulaient que rien ne manque aux étudiants pour qu'ils s'y rencontrent chaque jour et qu'ils nouent entre eux de cordiales relations. Bien sûr, ils ne pouvaient pas prévoir ni la terrible crise économique de 1930, ni la coalition des dictateurs du Nord et du Midi. Mais n'ont-ils pas tracé la seule voie qui permet à l'humanité de devenir enfin humaine? Voir des jeunes étudiants de pays rivaux ou d'opinions contraires se serrer amicalement la main. Bien sûr, leurs immenses efforts n'a rien empêché. Le 1er septembre 1939, la
La mobilisation de la Deuxième Guerre mondiale vide presque totalement la cité de ses 2500 résidents. La cité sera occupée pendant 5 ans. John n'en revenait pas. 7 ans après le 11 septembre, son pays était de nouveau au cœur de l'actualité. Wall Street plongeait. Étudiants en sciences politiques, nous passions beaucoup de temps à refaire le monde en pleine décomposition. Nous échangions pendant des heures nos réflexions sur l'état de la planète. La résidence internationale de Paris était née d'une utopie pour garantir la paix nationale, mondiale, rassembler les peuples et les nations au sein d'une cité idéale, lieu d'échange interculturel. Nous voulions tous profiter de cette occasion extraordinaire d'avoir notre mot à dire dans le grand concert des nations. Liberté et démocratie. Ces mots avaient-ils perdu leur sens alors que le monde marchait sur la tête et courait à sa perte? Le mouvement Occupy Wall Street faisait tache d'huile. Les citoyens du monde, interconnectés sur la toile, se mobilisaient et se rassemblaient dans les rues grâce aux réseaux sociaux pour remettre en cause les fondements du système occidental, le capitalisme. Qui aurait pu imaginer cela il y a encore peu de temps, au cœur même de la première puissance mondiale? Le monde entier était interpellé. La crise financière et ses répercussions dans tous les pays avaient mobilisé les foules. La cité internationale était le lieu idéal pour devenir un point de relais de l'information. Peut-être était-il temps de passer à l'action et de ne pas seulement se contenter de débattre entre étudiants promis à de brillantes carrières. Comment remettre en cause le système dont on est issu? Ces questions taraudaient John. Il était conscient que pour changer le système, il fallait l'intégrer pour pouvoir le réformer de l'intérieur. La seule façon de ne pas sombrer et se laisser aller aux ruminations stériles était de mettre en place un véritable projet constructif. Liberté, j'écris ton nom. En référence au texte de Paul Éluard, c'était devenu le slogan de notre bloc universitaire multilingue d'envergure internationale pour toucher un large public. Il inspira immédiatement les internautes de la cité qui le firent connaître à leurs amis dans leur pays restrictif. Le bouche à oreille ne tarda pas à donner une audience importante au site web et par là même à la cité internationale. Les résidents en action ont eu un impact sur le monde en pleine déconfiture. Si les choses empiraient, au moins pourraient-ils dire qu'ils ont agi de concert au nom de leurs idéaux. Une société des nations consciente que des utopies pouvaient perdurer grâce à des actions concrètes et à l'union des membres de la communauté internationale. La cité internationale, c'est tout cela. Des citoyens du monde, contradictoires, mutants, inventifs, hyper connectés et appelés à vivre aux quatre coins de leur planète. Les premières de nations étrangères, de 1926 à 1938, décident du destin de la cité. Sur les 19 construites, 15 maisons représentent un pays. Les philanthropes et les donateurs de tous les pays s'émerveillent de ces possibilités. Là, sur les hauteurs de Montsouris, les étudiants seront proches de la Sorbonne et des grandes écoles, à l'abri des miasmes ou en mer dans un parc, à quelques stations de train à vapeur. Là, ils apprendront à se connaître et à se comprendre. Ils perpétueront les grandeurs de l'Université de Paris et l'esprit des collèges des nations du XIIIe et XIVe siècle, en s'initiant à l'art des penseurs aux idées claires, capables de les frapper en monnaie à l'usage du monde. Exactement comme les résidents citoyens du monde aujourd'hui, quand ils quittent la cité avec tous les souvenirs qu'ils partagent. Pour bâtir cette cité universitaire, de nombreux généreux donateurs se penchent sur les plans. Ils sont venus de partout. Des cartes d'idées généreux qui se servent de leur volonté avec la résolution de bien s'en servir afin que se réalisent toutes choses qu'ils jugeront être les meilleures. Leur choix a du sens et leur aide est précieuse. Après 14-18, les caisses de l'État français sont vides. Ces généreux ont les moyens d'offrir les fonds indispensables à la création d'une cité universitaire. Ces mécènes créent de toutes pièces, pour ces jeunes étudiants peu fortunés, de grandes maisons comme des palais ou des maisons de famille. Ils y prennent beaucoup de plaisir et cela se voit et cela se sent. Rien n'est trop beau pour la cité universitaire de Paris.
Que deviendrait l'humanité s'il n'y avait pas quelques esprits assez nobles pour placer leur bonheur plus loin que l'atteinte de la main, et leurs ambitions au-delà qu'assigne la durée de la vie, dit l'un des pères fondateurs à l'inauguration de la maison de Cuba en 1933. Je t'écris de ma chambre numéro 401, au 4e étage de la Fondation Birmans-L'Apôtre, la maison de la Belgique et du Luxembourg. Je vis à la Cité internationale universitaire de Paris depuis maintenant 6 mois. Comment te dire? Je suis arrivée avec une valise vide, vidée de mes aventures austiniennes, de mes 2 dernières années dans le but de faire de la place. Et je la remplissais d'angoisse. Je n'aurais pas dû. Je ne parviendrai pas à bien remplir une valise ici. Je n'avais pas encore franchi l'entrée imposante de la CTU que je compris que je m'étais trompée. Je ne saurais résumer ce qui s'est passé ensuite et j'ai trop peur d'égarer un souvenir à fanfaronner. Mais pour toi, aujourd'hui, je suis prête à prendre ce risque et même à crier mon histoire sur tous les toits, si cela te permet de l'entendre. Vivre à la CTU, c'est faire de belles rencontres. C'est avoir chaque soir des amis à qui parler de ta journée, ne plus jamais manger seul, débattre sur des sujets intéressants qui te tiennent à cœur, par exemple le mariage pour tous, ou sur des sujets moins intéressants qui te tiennent aussi vraiment à cœur. Tu manges encore des coquillettes ce soir? C'est faire un jogging dans le parc en souriant bêtement à l'idée de passer du Japon à l'Argentine en quelques foulées. C'est faire des batailles de boules de neige nocturnes, des courses de luge sur des sacs poubelles. C'est des soirées dans la cuisine à refaire le monde ou à jouer aux cartes. Et surtout, à rire, à partager, à donner, à échanger sa culture et ses idées, à écouter et à aimer son prochain, à tolérer et à apprécier. Ce sont des expositions et des concerts, des brunchs le dimanche, des dîners internationaux, des réceptions, une farandole de langue et d'accent. C'est être curieux, se sentir libre, se sentir beau, se sentir jeune et important. C'est aussi avoir le sentiment d'exister, d'appartenir et de devenir. C'est parfois aussi dire au revoir, mais ne gâchons pas tout en parlant de choses qui fâchent, s'il vous plaît. On entend souvent que les gens... J'ai mon prospectus aussi. On entend souvent que les gens qui voyagent disent « Je ne sais pas comment je ferais si je perdais ma valise. » J'étais du même avis avant, mais c'est différent aujourd'hui. Je sais qu'on peut recommencer, que la vie est ainsi faite et qu'une valise vide et timide vous emmènera bien plus loin qu'une valise toujours pleine et rassurante. Je n'ai pas encore rencontré l'amour à la CTU, mais une chose est sûre, mon cœur n'en est pas moins chamboulé. Mon cœur a la chance de voyager au sein d'une famille accueillante et chaleureuse, et pour le moins originale. Mon cœur est plein de tendresse. Il en ressort gonflé de reconnaissance pour tous ces gens qui n'ont aucune idée du bien qu'ils font autour d'eux. Né en France et de parents belges, je sens mon cœur grandir un peu plus à mesure qu'il devient flamand, tunisien, marocain, américain, luxembourgeois, mexicain, italien et j'en passe. La cité des anges, une richesse accessible, une fenêtre ouverte sur un monde moderne, une diversité. Cette diversité m'inspire et me donne la force de déplacer des montagnes. Une personne très sage m'a dit un jour « Accroche des ailes à tes rêves ». Je vous y encourage. Rien n'est impossible, pas vrai? Voilà ce que je raconterais si je pouvais, ici, ce soir, au 17 boulevard Jourdan, le raconter. Mais bien sûr, tout cela, vous le savez déjà. Vivre à la cité, c'est faire de belles rencontres internationales. Avoir des amis de tous les pays à qui parler tous les jours et s'en trouver mieux. À l'échelle du monde, la cité est toute petite, mais c'est une grande idée.
Une utopie qui marche parce que réaliste et généreuse. Loger en priorité les étudiants à faible revenu, dans une chambre confortable, dans un grand parc à Paris et inscrit comme bienfait quotidien l'art de la conversation et l'entraide entre résidents de toutes les nationalités. Cette volonté initiale des pères fondateurs de la cité, tous ces dirigeants l'ont continuée avec foi depuis 90 ans. Et si vous voulez tout savoir dans les détails de sa riche histoire, regardez son site fort bien documenté. Et pour la construire, la cité, il fallait de toute façon avoir une intuition de l'avenir, avoir une vision à long terme et profiter de circonstances qui projetteront l'intention dans la réalité. 1882, prévision de démolition de l'enceinte fortifiée autour de Paris. 14-18, la Grande Guerre et ses hécatombes de jeunes dues aux armes, à la tuberculose et à l'épidémie de grippe. 1920, première promesse de don. 1921, attribution à l'Université de Paris de terrains rendus constructibles sur la zone des fortifs déclassés. 1923, première pierre, premier chantier. 1925, première maison ouverte aux premiers étudiants. Là ou ne pas être là? Telle est la question. Oui, la cité existe, mais elle n'aurait pu ne pas exister du tout. Il fallait des hommes qui y croient pour y consacrer le meilleur d'eux-mêmes et l'intégralité de leur énergie. Des hommes très 19e siècle, très 3e République. Des hommes que tous les progrès et évolutions fascinent. Des humanistes passionnés qui veulent faire de l'Université de Paris le plus grand centre de l'humanité pensante. Ils sont très complémentaires, très persévérants, ces pères fondateurs, avec en plus une grande force de conviction et de la patience. Et il leur en a fallu des années et des années pour que leur cité advienne. Des années et des années de politique de petits pas, de procédures, de projets et de contre-projets. Des années et des années d'un nombre prodigieux d'interventions de toutes sortes par entrevues, lettres, téléphones, mémoires, rapports à entreprendre pour surmonter la lourde barrière d'incompréhension, d'indifférence, de routine, de paresse, de mauvaise volonté qui s'opposait à ce projet. Mais comme rien n'arrive par hasard, un jour, en 1921, tout se précipite. Le nouveau recteur de l'Académie de Paris, un grand mathématicien, dit oui à la proposition des dons d'un industriel lorrain, désireux de venir en aide aux étudiants et à l'université. Le ministre de l'Instruction publique accueille comme une fortune inespérée cette offre spontanée et il dit oui à ce premier don magnifique. À partir de là, tout s'enchaîne et de nombreux mécènes s'enthousiasment à ce projet. Après tant d'obstacles à sa création, la cité suscite un élan créateur. C'est sa chance. En 12 ans, 19 maisons de rêve surgissent dans un grand parc le long du boulevard Jourdan. Cette épopée de la construction de la CTU, là et pas ailleurs, telle que l'ont rêvé et voulu ses pères fondateurs, est une véritable odyssée qui réussit à atteler un monde étonné à la réalisation d'une idée qui ne triompha qu'à la longue. Par cet énorme et tenace effort, la cité gagne peu à peu à sa cause tout ce qui compte en France et dans de nombreux pays. Tout le monde est impressionné par la grandeur de ce projet. Et 90 ans plus tard, des étudiants tels des oiseaux migrateurs arrivent de partout au 17 boulevard Jourdan et voyagent quelque temps à la Cité internationale universitaire de Paris. L'un des pères fondateurs a dit que la cité ne pourra porter tous ses fruits que si l'on pratique chez elle le culte du souvenir. Eh bien, il serait heureux de voir que cette cité universitaire, tellement inhabituelle, dans le centre d'une capitale, comble toujours autant l'imagination et la curiosité des résidents, et des générations et de générations de ces anciens résidents. Et comme il n'existe pas de frontière à l'imagination, lorsqu'ils repartent, ils racontent partout ailleurs, avec bonheur, leur voyage immobile dans une cité pas comme les autres, à Paris.